Coucou tout le monde. Bonjour à toutes et tous. Rebonjour. On attaque, je ne sais pas la combientième table ronde de la journée. Cette fois-ci, on va faire une formation, nous toutes, sur les mécanismes des violences avec Lara. Bonjour Lara. Bonjour, tout à fait. Nous toutes qui est donc partenaire de l'événement. Et là, ce qu'on vous propose, c'est une formation à peu près 1 heure et demie, suivant le temps que je prends et surtout le temps que vous prenez pour nous répondre, pour échanger autour des mécanismes de violence. Voilà, le but, c'est de vous donner quelques clés pour pouvoir réagir et bien comprendre, comment faire face aux violences. Voilà, le but, c'est que vous échangiez un maximum. N'hésitez pas à poser des questions, à répondre aux questions. Je crois qu'il va y avoir des questions. On va avoir un petit PowerPoint. Et du coup, le but, c'est que ce soit le plus interactif possible. Voilà. Tout à fait. Si j'ai bien compris, c'est un format un petit peu innovant, spécial pour l'événement, un petit peu plus court que d'habitude. Oui. Tout à fait. C'est une première sur Twitch, donc profitez-en. C'est innovant. Est-ce que je lance le petit PowerPoint ? On peut y aller. On peut y aller. Coucou tout le monde. Bonjour. Désolée, je ne sais pas pourquoi, mais j'arrive. Voilà. Coucou, pourquoi il n'y a pas de son ? Attends, je vais regarder. Je repasse sur la scène ? Je vais faire. Vas-y, Nathalie s'en occupe. Hop là. Un, deux, un, deux. Ouais. Ça y est, le son est revenu, super. Si, à un moment donné, il y a une vidéo. Oui, il y a une vidéo. Nickel, bon, super, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir prévenus, nous on était partis. Ah oui, non, mais j'ai vu, je me suis levée à la seconde. Mais il nous manque une autre chose. Ah oui, on n'a pas les cagnottes. Exactement. Nat ce génie. Nat, elle a tout conçu, alors bon. Oula, calmons-nous. Bon, Nat, elle... Oula. Voilà, oui, ah ouais, la vache. Ben oui. Et ouais, Jeff Bezos, c'était moi. C'est normal qu'on puisse pas revoir les passages de ce matin sur la chaîne Twitch. Je crois que le stream, on l'a jamais arrêté, quoi. Oui, pour l'instant, le stream n'est pas arrêté. Par contre, c'est une vraie bonne question. Est-ce qu'on a bien pensé à enregistrer tout ça ? Ça, c'est vraiment pas moi qu'il faut regarder. Non, j'entends par là que c'est une excellente question et que si ça n'a pas été fait, je vais pleurer. Voilà. Non, mais Twitch, il va forcément l'avoir enregistré. Alors en fait, il faut cocher une option pour ça. Ah ouais. Tu peux cocher l'option, tu l'as dans le... Voilà. Alors, La meuf découvre vraiment totalement cette plateforme sur laquelle elle stream depuis 2 ans, quoi. Écoutez, on est pas mal comme ça, là. Oui, on est impeccable. Magnifique. On peut repartir. Bravo. Désolée pour le petit ajustement technique. Merci beaucoup, Nat, de nous être venue en aide. Et puis, j'entends très mal. C'est-à-dire, t'entends quoi très mal ? Est-ce que tout le Non, mais monde là, on entend très papotait mal? tout haut. Oh, Marinette. Oui, coucou, Myrk, ça va ? Un replay de cette formation serait tellement important. Mais Alors, vous prenez les devants parce qu'il existe des replays, pas de celle-ci qu'on a fait, mais sur le site de Nous Toutes, on peut retrouver l'ensemble des formations en streaming très facilement. Et donc, il y a les formations lutte contre les violences sexistes et sexuelles niveau 1, il y a également le niveau 2 et vous avez également la formation culture du viol qui est disponible en replay. En replay, et puis Voilà. on peut aussi assister en live plusieurs fois par mois. Exactement, c'est la slide d'après d'ailleurs. Ah voilà, désolé, j'anticipe. Comment est-ce que tu veux que je passe les slides ? Tu veux qu'on y aille ? Ouais, on peut y aller là. Allez, donc je fais comment ? En fait, là, Bonne question.
Voilà. Comme ça. Bon, je me suis déjà présentée, peut-être représenter Nous Toutes avant. Pour toutes celles et ceux qui connaîtraient pas Nous Toutes, c'est un collectif qui a été fondé en 2018 pour lancer la première marche contre les violences sexistes et sexuelles. Là, cette année, le 25 novembre 2022, même le 19 novembre 2022, on a réuni plus de 100 000 personnes dans toute la France pour se mobiliser contre les violences sexistes et sexuelles. Et il y a d'autres actions qui sont organisées par Nous Toutes sur les réseaux sociaux, beaucoup de sensibilisation, de la visibilité sur tous les recours qui peuvent exister quand on est victime de violences sexistes ou sexuelles, et également des campagnes de sensibilisation, par exemple autour de MeToo Inceste. Nous Toutes a fortement participé. Dernièrement également, Nous Toutes a mené des enquêtes, notamment par exemple sur Prends ma plainte, le hashtag Prends ma plainte, pour savoir comment est-ce que on était reçus dans les commissariats, est-ce qu'on avait réussi à déposer nos plaintes ou pas. Également des enquêtes sur la vie affective et les cours de vie affective et sexuelle dans les lycées. Il faut savoir que c'est obligatoire et que malheureusement, en fait, il y a très très peu de jeunes qui peuvent en bénéficier, alors que normalement, ça devrait être obligatoire. Donc voilà, plusieurs études comme ça qui ont été menées par Nous Toutes pour étayer nos faits, parce que plus il y a de chiffres et plus on arrive à montrer qu'il y a une problématique et que pourtant il y a des solutions. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur Nous Toutes ? Évidemment, Nous Toutes, c'est également des sensibilisations, comme on est en train de faire là. Et donc, c'est plusieurs centaines de milliers de personnes maintenant, je pense, depuis le début, qui ont été formées via Zoom et également des formations en live ou des formations avec des partenaires, comme on est en train de faire là aujourd'hui. Voilà, et donc la prochaine formation, du coup, on peut... Tu veux, alors, sinon, si tu veux, je le fais moi, c'est plus simple parce que je suis très... Il faut savoir que je ne connais pas du tout votre univers et je découvre ce monde très beau avec en plus des claviers multicolores et tout ça, c'est magnifique. Ça, c'est parce que c'est très luxueux, moi j'ai pas ça. Hein. Et donc, les prochaines formations, parce que là, vous allez avoir un extrait de la formation Lutte contre les violences sexistes et sexuelles niveau 1. Et donc, vous aurez des prochaines formations le 14 mars de 20h à 22h30, le dimanche 19 de 9h à 11h30 et le 23 mars de 20h à 22h30. Vous retrouvez toutes les informations sur noustoutes.org. Donc, il y a Léna Elvida qui a mis le lien dans le chat un peu plus haut. Exactement, voilà. Donc, vous allez pouvoir retrouver toutes ces formations là, et il y en a vraiment tout au long de l'année avec plusieurs thématiques. Là, autour du 8 mars également, journée pour l'égalité entre les femmes et les hommes, il y aura beaucoup d'événements, donc il ne faut pas hésiter à regarder. On l'a déjà dit plusieurs fois pendant l'événement, etc. Mais avant de commencer cette formation, rappelez que, petit trigger warning, les violences, c'est pas un sujet comme les autres. Déjà, c'est un sujet qui est difficile, qui montre que la société, elle tourne pas très rond, et du coup, c'est parfois dur en fait d'entendre tous les chiffres, d'avoir en tête tout ce qui se passe en fait dans notre société. Et puis, bien sûr, ça peut vous rappeler à vous des mauvais souvenirs, ça peut faire remonter des expériences que vous avez vécues. Donc, on a un peu une consigne à nous toutes, c'est pour aider les autres, il faut s'aider soi-même, et c'est un peu la métaphore de l'avion. Avant de mettre le masque aux autres, il faut se mettre le masque à soi-même. Et donc, si vous vous sentez pas bien pendant la formation, si ça vous remue trop, vous avez tout à fait le droit d'aller prendre l'air, de faire un tour, d'aller dans d'autres salles pour voir ce qui se passe et de revenir après. Et comme je vous l'ai dit, de toute façon, la formation, vous pouvez la retrouver en replay sur le site de Nous Toutes. Donc voilà, le but, c'est pas de vous mettre en difficulté. Et la même chose, si demain, vous vous sentez pas bien, etc. Là, il y a ces liens qui vous sont mis avec les ressources utiles et les numéros utiles qui peuvent vous aider du coup si vous rencontrez une difficulté, avec des contacts de psychologues, mais également d'associations. Et puis, on vous met l'information qui est
un concept qui s'appelle le trauma vicariant. En fait, le trauma vicariant, c'est un concept qui a été développé par Marion Farang, notamment, qui est psychologue. C'est l'idée en fait, quand on entend parler de traumatisme des autres, on peut le vivre par procuration et ça peut nous faire des traumatismes aussi forts. C'est un terme qu'on utilise beaucoup pour les psychologues ou les médecins qui, à force de recevoir des témoignages très durs, finissent par ressentir ce que vivent les victimes qui peuvent venir se confier. Et c'est la même chose pour les militantes. Donc avant de tomber dans le trauma vicariant, prenons vraiment le soin de nous-mêmes et assurons-nous d'être bien. Maintenant que ça c'est dit, le but c'est pas de... Vous avez mis un petit trigger warning à l'écran, comme ça vous savez... Exactement. Voilà. Et maintenant que ça c'est dit, exactement, les psys voient aussi des psys, c'est tout à fait ça. Le but c'est pas que la formation soit plombante, donc on va essayer d'être les plus factuelles et joyeuses possibles. Voilà. Alors, pour commencer cette formation, on a 2 termes qui sont très importants à différencier. C'est la différence entre conflit et violence. Ça peut paraître un peu bateau, mais si on n'arrive pas à différencier ces 2 termes-là, on n'arrive pas du coup à combattre les violences. La différence entre conflit et violence, du coup, c'est quoi? Et d'après vous, comment est-ce qu'on peut faire la différence entre ces 2 termes? N'hésitez pas à répondre dans le chat. Dans le chat. Ça me fait penser, moi, à un livre, Le conflit n'est pas une agression. Tout à fait. Ouais. Mince, j'ai oublié. Mais bon, qui est une base du militantisme. On n'hésite pas à continuer si les personnes ne réagissent pas assez vite. Est-ce que tu as des pistes, toi? Alors, le pire, c'est que moi, je vois le livre, mais je n'ai aucune... Sarah Schulman, c'est ça. Merci. Schulman, Le conflit n'est pas une agression. Super bouquin, les amis. En fait, la différence entre conflit et violence, c'est un échange de points de vue. Violence, c'est une attaque. Ouais. Violence, c'est vouloir s'imposer, tout à fait. Le refus de communication. Désaccord entre 2 personnes. Alors, c'est... Ouais, tout à fait. La violence, c'est la domination. Bon, vous êtes plutôt sur la très bonne voie, j'ai envie de vous dire. Effectivement. En fait, avant de définir vraiment ça, je pense qu'on peut faire un petit détour pour se dire que faire la différence entre le conflit et les violences, ça permet vraiment de pouvoir traiter le problème. Et le petit détour que je vous propose, c'est en fait sur les violences, mais pas seulement les violences au sein du couple, mais vraiment les violences en général. La France, elle a signé ce qu'on appelle la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et les violences domestiques, autrement appelée Convention d'Istanbul, parce que sinon c'est très très long à dire. Je profite pour réviser. Voilà. Et donc cette convention, c'est un traité international qui amène les États signataires à s'entendre pour l'élimination de toutes les formes de violence envers les femmes, et y compris les violences conjugales et familiales, donc qui touchent aussi par exemple les enfants. Cette convention, elle date de 2011 et vous allez voir pourquoi je vous en parle. Ça peut paraître être un détour un peu fort là, mais cette convention, elle est importante. Pourquoi ? Parce que dans cette convention, on parle de la médiation. Et en fait, la médiation, est-ce que ça vous parle comme terme ? Est-ce que vous avez déjà entendu ou vu des cadres où on vous a dit faut utiliser la médiation ? C'est une question non mais voilà, pas vraiment. Pas vraiment. Ouais, même en justice et tout, on n'a jamais entendu parler, ou bien même au sein d'une entreprise, au sein de structures, ou même dans la vie quotidienne, au travail, voilà, en cas de divorce. Tout à fait. La médiation, en fait, ça va être de réunir 2 personnes, dans les conflits de voisinage, effectivement. La médiation, ça va être de réunir 2 personnes, mais avec une tierce personne, donc une autre personne qui va aider en fait à résoudre le conflit. Dans l'idée, la médiation, c'est plutôt une bonne chose, effectivement, pour
éviter d'en arriver à porter plainte, etc. en cas de conflit. Effectivement, on essaye d'abord de trouver un terrain d'entente. Par exemple, dans les conflits de voisinage, la médiation, c'est super important. Avant que tout le monde se déteste dans le voisinage, peut-être on trouve un accord sur de quel côté on met la haie, et comme ça, on évite d'arriver à des choses plus graves. Tu fais ça comme travail entre locataires et propriétaires. Je pense exactement, que c'est voilà. un cas où, ouais. Là, c'est hyper important. Ouais. Mais du coup, la médiation, elle est autorisée et elle est efficace surtout qu'en cas de conflit. Voilà. Et Isis dit, mais c'est aussi parfois se retrouver face à son son agresseur ou son agresseuse. Exactement. Et oui, effectivement, il faut que la tierce personne, elle soit neutre, ça c'est vrai. Mais du coup, effectivement, on ne va pas créer une médiation, en fait, si on est dans un cas de violence, si on est avec d'un côté une victime et de l'autre côté un agresseur. Et ça, c'est ce qui est dit dans la loi. On ne fait pas de médiation en ce qui concerne toutes les formes de violence ouvertes par le champ d'application de la présente convention. Donc, c'est une tournure un peu pompeuse pour simplement dire qu'en fait, quand il y a une reconnaissance de violence, on ne met pas en place de médiation. Parce qu'en fait, la médiation, c'est entre deux personnes qui sont sur un pied d'égalité, alors que quand il y a violence, on ne peut pas estimer que les deux personnes sont sur un pied d'égalité. Pour illustrer ça, je vous propose une vidéo. Ce que tu dis, c'est que la Convention d'Istanbul interdit de faire une médiation entre la bourreau et convention, victime. c'est ça. Et j'aimerais vous dire que c'est le cas, que du coup, il n'y a jamais de médiation quand il y a des cas de violence. Malheureusement, aujourd'hui, il y a encore beaucoup trop de juges des affaires des familles qui, en cas de divorce notamment, alors qu'il y a eu des cas de violence conjugale avérés, proposent une médiation dans le couple, alors qu'on sait très bien que du coup, c'est inefficace, quoi. Malheureusement, la médiation est aussi un moyen de faire se résigner une victime de violence. Oui. Tout à fait. Oui, tout à fait. Et puis, alors on va le voir après, mais quand on propose une médiation, c'est la remettre dans l'emprise qu'elle peut avoir vis-à-vis de son agresseur, etc. Et donc, c'est sûr que c'est pas efficace et au contraire, que ça va plutôt la défavoriser un maximum. Pour illustrer encore ça et vous montrer du coup vraiment ce concept entre la différence entre le conflit et la violence, je vous propose une vidéo de Ernestine René, qui est la responsable de l'Observatoire des violences faites aux femmes en Seine-Saint-Denis. C'est vraiment un organisme qui est très précurseur sur les questions de lutte contre les violences. Après cette vidéo, on pourra faire le point ensemble, peut-être préparer déjà comment est-ce que vous pourriez résumer, après avoir vu cette vidéo, la différence du coup entre conflit et violence. Alors, je me demande si le son va bien sortir. On va voir ce que je lance. Ouais, je la connais par cœur, au pire, je peux vous la résumer. La différence entre conflit et violence. C'est un couple ordinaire, il y a moi, il y a lui, on se met ensemble. Allô ma chérie, je t'aime, allô mon chéri, je t'aime. On est sur notre petit nuage, on est dans la fusion. Et puis, à un moment donné, tout le monde sait qu'on descend de notre petit nuage. Donc, on s'autonomise. Il y a moi qui vais aller au cinéma avec mes copines et qui vais travailler. Il y a lui qui va aller au foot avec ses copains et qui va travailler. Et puis, bien sûr, on aura des moments communs où on fera des choses ensemble, le ciné, le théâtre, tout ce qu'on veut. Puis, dans ce couple-là, on aura bien sûr des disputes, des conflits. Et puis, à un moment donné, on va se séparer peut-être parce qu'on n'aura plus grand-chose en commun. C'est un couple où il y aura des disputes. Par exemple, je veux aller à la campagne, tu veux aller à la mer pour les vacances, et peut-être qu'on ira à la montagne. C'est-à-dire qu'on va être dans le compromis, le débat, la discussion. Le conflit va se régler par le langage. On aura aussi des conflits à propos des enfants parce que c'est le sujet où on est le plus différent, nos histoires sont différentes. On va se disputer à propos des enfants, laisse-le finir son niveau à la Game Boy ou ne le laisse pas terminer, c'est l'heure d'aller se coucher, il a de l'école demain. On aura ces temps-là. Dans ce couple-là, je n'ai pas peur de lui, il n'a pas peur de moi, nous sommes à égalité. Ça veut dire qu'il y a moi, il y a lui, et on a autorité sur les enfants. C'est un couple qu'on appelle démocratique, et c'est un couple où, bien sûr, il y a des conflits, mais où je n'ai jamais peur de lui. Et puis, bien sûr, tout le monde sait que le conflit est autorisé par la loi. Maintenant, la violence. Il y a moi, il y a lui, on se met ensemble. Allô, ma chérie, je t'aime.
Allô, mon chéri, je t'aime. Oui, bon, t'as le Quoi? T'as pas confiance? Pourquoi tu me demandes ça? Très vite, dans ce couple-là, s'installe l'inégalité. Très vite, il va me dire, ton beefsteak est mal cuit, si je le fais cuire davantage la semaine d'après, il sera jamais bon. Il va me dire, tu sais pas t'occuper des enfants. Et dans la même phrase, il va me dire, je t'aime comme personne ne t'aimera, mais regarde comme t'es moche. Ça, c'est l'emprise, c'est-à-dire dépendance affective et en même temps la dévalorisation de l'autre. Pour ce couple-là, ce qui va être le rôle des professionnels, c'est d'aider cette femme à défaire l'emprise pour qu'elle puisse se reconstruire et décider de sa vie, reprendre sa vie en main. C'est un couple donc inégalitaire, c'est-à-dire qu'il y a lui et moi et les enfants qui sommes sous sa dépendance, sous son pouvoir, sous sa domination. C'est un couple totalitaire, c'est-à-dire que c'est lui qui décide de tout. Il n'y a pas de réciprocité dans ce couple, et donc c'est ça qui fait la différence entre la violence et le conflit. Tout le monde sait que la violence est interdite par la loi, et c'est la grande différence avec le conflit. Le conflit est autorisé, les violences sont interdites. Dans le conflit, on peut avoir des mots grossiers, on peut être brutal, etc., mais on n'est pas dans la violence. La violence, c'est la domination, c'est unilatéral, c'est toujours le même qui domine, et la même qui est dominée. C'est ça, la violence. Je vois Bibni qui parle de relations toxiques. Mais du coup, là, la personne parle carrément de violence, en fait. Ouais. De relations violentes. Ouais. Les mots sont hyper importants. C'est vrai qu'on a tendance à utiliser parfois des mots qui, bien sûr, veulent dire violence. Quand on parle de relations toxiques, on ne se dit pas ah, super, je suis dans une relation toxique, mais ça peut un peu euphémiser en fait la réalité. Donc oui, c'est une relation toxique, clairement. Voilà, mais c'est plus que ça, là, c'est un prédateur, très clairement. Et effectivement, le chaud-froid, oui, c'est clairement un red flag. Hein. Normalement, quand quelqu'un nous aime, il vient pas nous dire t'es la meilleure, t'es la plus nulle, t'es la meilleure, t'es la plus nulle. Ça veut clairement dire qu'il y a un problème. Peut-être en une phrase, est-ce que vous arriveriez maintenant à résumer ce que c'est la différence entre conflit et violence ? Là, ça a déjà commencé en vrai avec ce que vous disiez. Le terme d'emprise aussi est super fort, oui, complètement. Complètement. Bah, ce qui était décrit là par la dame, c'était vraiment la question qu'on appelle emprise dans les violences conjugales. La violence, c'est quand c'est unilatéral, tout à fait. I Love Tout, elle dit, est-ce que c'est une question d'emprise sur l'autre ? Oui, ouais, tout à fait. Conflit est égal égalité, violence inégalité. Exactement, ouais, ça revient. Le conflit se résout, la violence se subit. Tout à fait. On est sur un pied d'égalité alors que la violence, un subit pendant que l'autre fait subir. Pas de respect, exactement. Question de domination. Bah, vous êtes plutôt très au point, c'est bien. Bravo. Là, je vous propose un autre exercice. Je vais vous mettre 10 mots Regarde, elle m'a dit ça. J'aimerais savoir à partir de quel moment la relation devient violente. Alors, est-ce que c'est possible de détecter ? Voilà, c'est ça. Il y a cet outil qui s'appelle le violentomètre, qui est un très bon outil pour juger en fait à partir de quel moment on passe du conflit à la violence. Mais en réalité, c'est pas d'un côté on est juste sur le conflit, puis d'un coup on passe à la violence. C'est dès qu'il y a cette question d'inégalité, et donc on le voit très vite en fait quand on est dans un rapport d'inégalité. C'est ce que dit Ernestine René dans la vidéo, c'est quand c'est tout le temps le même qui gagne une dispute, quand c'est tout le temps le même qui rabaisse, on voit très bien du coup que c'est de la violence. Et détecter, oui. Prévenir en amont, en fait, quand quelqu'un est violent et qu'on est dans le couple, c'est pas la personne qui subit les violences de prévenir. Ça, c'est aussi très important. Merci beaucoup, Mara Buntas. C'est hyper intéressant d'avoir le violentomètre parce qu'il y a plein de comportements dessus qu'on pourrait parfois assimiler à de la jalousie ou à une relation intense, etc., mais qui sont déjà considérés comme jaune, orange, etc., donc comme quelque chose qui va vers une relation violente. Et ça, c'est assez intéressant, même si on ne peut pas vous tenir responsable, évidemment, d'avoir détecté la chose. Ça peut vous aider à reconnaître des situations ou même concernant vos proches.
Tout à fait, ouais, tout à fait. Le violentomètre, il est vraiment très utile. Et oui, effectivement, il y a le continuum des violences. Mais en fait, le continuum des violences, c'est ça qui est important à avoir en tête. C'est que c'est pas ça va et puis d'un coup ça va plus. C'est que en fait, on est déjà sur des violences quand on est dans un stéréotype, quand on est sur des blagues entre guillemets, mais qui en réalité sont pas drôles. C'est ça qui permet ce glissement vers des violences jusqu'aux violences les plus graves. Vous voyez, dans le jaune, par exemple, il y a écrit « Se moque de toi en public » ou « Rabaisse tes opinions et tes projets ». Ouais. Bon, bah là, vous pourriez vous dire, bah, c'est pas des violences en tant que telles, etc. Mais en fait, c'est déjà un procédé qui vous diminue, qui abîme votre estime de vous-même, etc. Et puis les étapes suivantes sont de plus en plus fortes, vous isoler, etc. Et jusqu'aux violences physiques, jusqu'au... Mais effectivement, le sentiment de peur, c'est ça qui est aussi un très bon warning. En fait, quand on a peur dans une relation, c'est qu'il y a un problème. On ne doit pas avoir peur dans une relation. Et donc ça, c'est vraiment très important d'être vigilant à ce sentiment de peur. Ce que je vous propose, du coup, là, c'est on a 10 mots. Il y a des mots qui vont aller plutôt du côté du conflit et des mots qui vont plutôt aller du côté de la violence. Et donc, de les trier de votre côté pour qu'on puisse voir si c'est clair pour tout le monde. Donc on a atteinte à l'intégrité physique et morale. Est-ce que d'après vous, c'est plutôt violence ou conflit? Le premier. Proton Libre dit le problème, c'est que dès que c'est perçu comme humoristique, ça paraît inoffensif. Bah, il faut s'en défendre. Violence, tout à fait. Est-ce que le sentiment de culpabilité est un warning aussi sur le violentomètre? Oui. Enfin, c'est un warning. Il vous fait culpabiliser. Il vous fait culpabiliser, c'est clairement... Mais oui. C'est aussi pour les autres relations. Oui, tout à fait. Alors, le violentomètre, il est très axé sur le couple, mais là, ce qu'on est en train de voir entre différence entre conflit et violence, ça vaut pour toutes les relations humaines. Et notamment dans les violences intrafamiliales, où ça fonctionne beaucoup comme ça aussi. Tout à fait. Ce que je vous propose, c'est regarder l'ensemble de la liste des mots et puis après, on dévoile le résultat plutôt. Mais donc, en 2, il y a le but destructeur. Le 3, conflit forgé en commun. 4, domination. 5, écoute. 6, mode de communication violent et similaire. 7, négociation. 8, peur. 9, pouvoir. Et 10, rapport de force. Salma dit qu'elle a déjà été confrontée à la violence et que sa réaction, ça a été de se répondre par la violence aussi. Qu'elle dit pas que c'est la bonne solution, mais que en tout cas, ça a été la sienne. Malheureusement, en fait, vu qu'il y a des manquements du côté de la police et de la justice, parfois on est obligé de se défendre et les cas de légitime défense sont entre guillemets heureusement de plus en plus reconnus. On a le cas un peu phare de Jacqueline Sauvage. Alors on espère ne jamais en arriver à ce que Jacqueline Sauvage a vécu, mais du coup elle a été graciée et c'est pas pour rien. C'est parce que pour ceux qui connaîtraient pas, Jacqueline Sauvage qui avait subi des violences conjugales pendant des années et des années, qui a fini par tuer son mari et du coup qui a été graciée parce que ça a été reconnu comme de la légitime défense. Après, justement, elle a été condamnée, elle a été en prison et elle a été graciée par la suite. Justement, la légitime défense, on ne pouvait pas la reconnaître. Mais après, le fait qu'elle soit graciée, c'est quelque chose qui est symbolique et qui va plutôt dans le bon sens d'une reconnaissance. Alors, sur les mots, du coup, vous avez d'un côté conflit. Donc, conflit forgé en commun, écoute, mode de communication violent et similaire, négociation. Et après, vous avez violence, atteinte à l'intégrité physique et morale, but destructeur, domination, peur. Et je mets de côté pouvoir et rapport de force pour le moment. Est-ce que vous avez des questions déjà, des mots où vous ne comprenez pas pourquoi ils sont placés Tu vois, tout le monde disait plutôt le 6 dans la violence plutôt que dans le conflit. Moi, j'avoue, je l'ai vu, j'ai fait j'hésite. Alors, mode de communication, mais similaire. C'est ça. En fait, toute la question, c'est similaire. En fait, ce que disait à juste titre Ernestine René, on peut s'énerver contre son partenaire, on peut s'énerver dans le cadre du travail, etc. On peut insulter des gens. Alors, les injures sont punies par la loi, mais voilà, ça peut nous arriver de sortir de nos gonds pour X ou Y raison, mais il faut que ce soit similaire. Et en fait, il faut que ce soit
équivalent. Si on a une personne qui passe son temps à insulter l'autre et que l'autre ne répond pas, c'est pas un mode de communication violent et similaire. Si par contre on a une dispute qui éclate entre deux personnes et qu'il y a des mots qui fusent, là c'est un mode de communication violent mais similaire. Et donc c'est plutôt dans le conflit. Et ce qui est important, c'est que c'est mode de communication aussi. Hein, on parle bien de paroles. Donc les paroles, ça peut être très grave, mais par contre, si on est dans un mode de communication physique plutôt, disons, là, bien évidemment, ça serait dans violence. Dès qu'on a atteinte à l'intégrité, ça passe du côté de la violence. Là, ce qui est vraiment important, c'est la question de similarité. Est-ce que c'est plus clair pour vous, du coup ? Mais du coup, tu en as mis deux de côté. Et il y en a deux de côté, ouais. En fait, la question du pouvoir et du rapport de force... C'est la différence entre l'instinct et l'emprise sur le long terme. Tout à fait, tout à fait. Coucou Jean. C'est moi, Marine Perrin, t'inquiète. J'ai été trop vite. Mais du coup... 18K. Attends, 2 secondes. On a passé les 18 000 €. Bravo, c'est pour incroyable. La cagnotte. N'oubliez pas de continuer à donner parce que c'est vrai que nous, on n'a pas d'alerte ici. Mais c'est vraiment génial. Hein. C'est incroyable ces dons-là depuis ce matin. Ouais. Et pour rappel, tous les dons vont à l'association Elles Imaginent, qui est une association de terrain qui lutte contre les violences conjugales. Donc tous ces dons serviront à l'accompagnement de femmes victimes de violences, que ce soit psychologique, que ce soit de relogement, etc. etc. Voilà, donc vous savez où va votre argent. Ça va là et c'est hyper précieux. Donc merci beaucoup pour les dons. C'est incroyable, c'est incroyable. Du coup, pour revenir à rapport de force et pouvoir, c'est une question qu'on s'est vraiment posée, de se dire quand il y a un rapport de force, quand il y a du pouvoir entre deux personnes, bah forcément, du coup, c'est de la violence. Sauf qu'il y a toujours en fait du rapport de force et de la violence en particulier quand on parle de relations hétéronormées, donc entre un homme et une femme. Du coup, il y a forcément un rapport de domination de l'homme sur la femme du fait du patriarcat. Et donc, en fait, ça voudrait dire que toutes les relations entre les hommes et les femmes seraient forcément des relations de violence et pas des relations possiblement conflictuelles. Ce qui pose quand même question et qui est un peu triste de voir l'ensemble des relations comme ça. Donc, on les a mis de côté parce que c'est une réalité. Il y a un rapport de force, il y a du pouvoir qui existe. Exactement, voilà. C'est la violence systémique, en fait. C'est le patriarcat, tout simplement. Mais encore une fois, c'est quelque chose que tu peux transférer aux autres types de relations, au travail aussi. Au travail également. De pouvoir entre bien sûr. ton patron et toi. Ça ne veut pas dire que votre relation est violente. Exactement. Et donc, c'est juste de se dire, en fait, quand on est dans une relation de conflit, il faut être vigilant à ça aussi, de qui est en rapport de domination dans la société. Et donc là, bien évidemment, que du coup, c'est aussi pour ça que la violence, elle arrive très rapidement. Elle peut arriver très rapidement quand on n'a pas conscience des privilèges qu'on peut avoir et donc de la domination qu'on peut avoir dans la société. C'est pas la même chose qu'un patron nous insulte que notre collègue. C'est grave dans les deux cas, mais c'est plus grave quand c'est le patron parce qu'il a un rapport de force qui est plus important que notre collègue. Et d'accord, et d'ailleurs, c'est reconnu dans la loi. Exactement. Comme une circonstance. Exactement. Merci beaucoup, Talma. Et ce qui était dit, du coup, tout à l'heure, il y avait une question pour dire, mais du coup, si ça fuse des deux côtés, mais qu'il y a quand même une domination, bah, c'est ça, en fait. Ce qui est important à avoir en tête, c'est que ça, c'est un peu des items pour vous aider à comprendre, mais c'est pas parce que c'est pas exactement ça qu'il faut pas se faire du souci, ou c'est pas parce qu'il y en a un seul et que les autres sont pas là qu'il faut pas se faire du souci. C'est des pistes pour voir si ou pas on est dans une relation conflictuelle ou dans une relation de violence. Voilà. Tous les types. Il y a des cas de violence conjugale où il n'y a pas du tout tous les types de violence. Exactement. Oui. On a des tas de cas même des cas de féminicide, donc qui vont très loin, où pourtant il n'y avait jamais eu de violence, ne serait-ce que physique avant. Mais il y avait une emprise, il y avait des violences psy, il y avait une violence économique, etc. etc. Du coup, une fois qu'on a fait cette différence entre conflit et violence, ça nous aide à mieux comprendre du coup les mécanismes des violences et de vraiment pouvoir maîtriser, disons, ces mécanismes. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire de connaître et de comprendre les mécanismes des violences sexistes et sexuelles ? Plus on les maîtrise,
plus on les connaît, plus on est capable de les raconter autour de nous, de les identifier en fait quand on les voit chez des amis, quand on les voit dans notre famille ou quand on les subit nous-mêmes. Et donc d'avoir vraiment en tête ces mécanismes de violence, c'est vraiment le meilleur outil pour pouvoir lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans notre entourage ou pour nous-mêmes, bien sûr. Oui, pardon. Et donc connaître ces mécanismes, c'est très important pour une chose, c'est permettre aux femmes de sortir du déni. Parce qu'on l'a beaucoup utilisé, il y a ce mot d'emprise. En fait, quand on est victime de violence, souvent il y a un déni en fait, de la gravité de ce qu'on est en train de vivre. Et donc souvent c'est très difficile en fait, de réaliser ce qui est en train de nous arriver. Et quand on connaît les mécanismes des violences, c'est plus facile de dire mais regarde, là tu es en train de vivre ça. Et donc ça, ce n'est pas normal. Et ces mécanismes-là permettent souvent à des victimes de réaliser d'ailleurs. Exactement. Leur dire, elles vont pas comprendre, mais si on leur dit regarde, ça correspond à tel mécanisme et que c'est le cas pour tout le monde, c'est ça. Là ça peut faire un déclic. Ouais. Et je reviens, mais le violentomètre, c'est vraiment le meilleur outil pour aider les femmes victimes de violences à réaliser ce qu'elles sont en train de vivre, parce que c'est écrit sur un petit papier noir sur blanc, et donc là c'est beaucoup plus facile de dire mais en fait c'est moi et ça parle de moi, quoi. Et vous pouvez le télécharger, vous pouvez même vous le faire envoyer si par exemple vous avez un commerce, si vous travaillez dans une école, si vous travaillez même dans votre entreprise, vous pouvez vous en faire envoyer pour l'afficher, pour le mettre en accès libre, etc. Tout à fait. Dans presque toutes les histoires de violence, il y a un point commun qui revient régulièrement. D'après vous, ce point commun, il est plutôt du côté des victimes ou est-ce qu'il est plutôt du côté des agresseurs ? On répond après Proton Libre, c'est la suite de la formation. Donc, petit teasing. C'est la faute des deux. Enfin, c'est la faute. Non, il y a un point commun chez les victimes comme chez les agresseurs. Plutôt les deux, d'après vous. Eh ben non, en fait, c'est plutôt des agresseurs. Il y a un point commun plutôt du côté des agresseurs. En fait, dans les années 70, des militantes féministes ont mis en place un centre d'appel pour les victimes de violences sexistes et sexuelles, particulièrement les victimes de violences conjugales. Et en fait, elles se sont rendues compte que le point commun, c'était pas les victimes qui se ressemblaient toutes, c'était en fait ce qu'on appelle la stratégie de l'agresseur. Les agresseurs sont tous différents, par contre, ils vont avoir un mécanisme qui se ressemble et ils vont avoir la même stratégie vis-à-vis de leurs victimes. Et donc ces stratégies-là, c'est du coup 5 items qui reviennent systématiquement dans toutes les histoires que vous allez avoir de violences sexistes et sexuelles, en particulier les violences conjugales au sein du couple. La première, c'est l'isolement. En fait, dans le premier mécanisme qu'on retrouve, c'est petit à petit, la victime, elle va être coupée de ses liens vis-à-vis de sa famille, de ses amis. Et donc, ça va être des phrases dites par l'agresseur qui peuvent paraître un peu anodines au départ, mais qui en fait peuvent être inquiétantes. T'es toujours avec tes copines. Dis donc, 2 cours de Zumba par semaine, c'est beaucoup trop. Dis donc, tu passes beaucoup de temps sur Twitch. Tu voudrais pas faire plus de choses avec moi. Ou j'aime pas ta mère. J'aime pas ta mère. Cette année, on part pas en vacances avec elle. Voilà, des choses comme ça qui petit à petit, tu rentres bien tard. Tout à fait, exactement. Des petites phrases comme ça qui montrent que petit à petit, on va la couper de sa sociabilisation et des liens qu'elle peut avoir avec l'extérieur. C'est d'autant plus important que la sociabilisation, c'est souvent ce qui permet de discuter de sa situation avec des gens, et c'est des gens qui peuvent vous aider à avoir un regard critique sur ce qui vous arrive. Si vous les avez plus. Voilà, on peut retrouver ça dans le comportement des pervers narcissiques. Alors, on fera une petite incise sur les pervers narcissiques tout à l'heure, mais je le garde bien en tête, cette remarque. Le deuxième mécanisme, c'est la dévalorisation. Ça, c'est dans lequel, vraiment, on le retrouve très vite. C'est du coup, t'as vu comme t'es habillé, tu sais pas travailler. Dans le cadre du travail, ça va être mais votre travail est nul, vous ne savez pas pourquoi vous êtes là, j'aurais jamais dû vous recruter, etc.
C'est des petites phrases, des propos dévalorisants sur l'apparence physique, sur les compétences, sur le métier, sur l'intelligence, qui sont récurrentes et qui contribuent du coup à ce que la victime se sente de plus en plus mal et de plus en plus nulle. En vrai, c'est vraiment aussi, le but. ce que disait la dame dans la vidéo. Hein. Je suis le seul à t'aimer, mais t'es moche. Oui, c'est ça. Et du coup, Complètement. Ouais. C'est, tu plais à personne d'autre. La dévalorisation, c'est t'as bien de la chance de m'avoir parce que personne d'autre pourrait te supporter, quoi. Ouais. Et puis ça va être sur des choses très anodines. Effectivement, t'as encore mal fait le ménage, mais voilà, des pics comme ça récurrentes. Le troisième mécanisme, c'est inversion de la culpabilité. En fait, on va avoir des violences, des coups, des insultes, des mots très graves qui vont après être excusés en disant c'est pas de ma faute en fait. Oui, j'ai jeté le plat de lasagne par terre, mais c'est parce que vraiment t'étais trop énervante et que tes lasagnes elles étaient dégueulasses. Oui, je t'ai crié dessus, mais en même temps, t'as vu avec tous les mecs avec qui tu parles, etc., etc. Voilà. Et en fait, ça va favoriser le fait qu'elle pense qu'elle mérite les violences et qu'en fait, tout ce qu'elle subit, c'est de sa faute. C'est exactement ce que tu dis, Proton Libre. Du coup, elle croit mériter les C'est violences. ça, ouais. Puisque le comportement de l'agresseur est légitimé. Exactement. Puisqu'il le légitime en disant que c'est pas sa faute finalement. C'est ça. Le quatrième mécanisme, assez évidemment, c'est la menace, la peur, en fait. On va avoir un sentiment de peur, c'est ce que je vous disais, qui va très vite apparaître. Des menaces, même si on passe pas forcément à l'acte, mais tu te rends compte de ce que tu me fais faire là, je pourrais aller beaucoup plus loin, tu me rends fou, etc. J'ai envie de te frapper, enfin ce genre de choses qui contribuent du coup à mettre un climat qui est hyper lourd et qui fait peur à la victime. Et donc souvent, par exemple, c'est au moment où la victime essaye un peu de se revaloriser et de se dire là je pars, je te quitte. Quand il y a des enfants par exemple, ça va être si tu me quittes, je tue les enfants, ou je vais prendre les enfants en otage, tu n'auras jamais la garde, ce genre de choses. Il y a beaucoup de menaces et de peurs qui sont utilisées qui passent par les enfants. Ça c'est vraiment très récurrent. Non mais je me mets en colère, mais c'est parce que je t'aime et il n'y a que toi qui me mets dans ces... Exactement, aussi, ça sur ouais, complètement. Ça va aussi dans tout ce narratif qui est favorisé dans la société dans laquelle on vit d'amour, parce que l'amour c'est passionnel, que l'amour c'est violent et tout. Non. C'est pas censé être comme ça du tout. Et le dernier mécanisme, c'est assurer son impunité. Je pense que vous l'avez tous entendu, mais quand il y a des féminicides, il y a toujours un voisin, la grand-mère, pour dire « mais jamais on aurait imaginé qu'il aurait fait quelque chose pareil, c'était le gendre idéal, etc. » Mais en fait, ça fait partie de la stratégie de l'agresseur, d'avoir des hommes qui sont violents, qui martyrisent leurs femmes à la maison, mais qui, au vu de la société, sont des hommes bien sous tout rapport, sont toujours très gentils, font plein de blagues, ont un travail dans lequel ils sont épanouis, etc., etc. La même chose si c'est dans le cadre du travail, c'est le collègue bout en train qui va du coup proposer plein de sorties, il fait plein de blagues, il peut pas être méchant, il travaille très bien, etc. Et donc il y a vraiment ce côté-là, on va assurer son impunité pour éviter du coup de pouvoir être vu comme un harceleur. Et même moi, ce que j'avais lu, c'est qu'au fur et à mesure que la victime se dégrade, et elle pour le coup elle se dégrade aux yeux de tout le monde, et du coup, on a l'impression que le problème vient d'elle, et l'agresseur peut raconter, oui, je sais pas ce qu'elle a, c'est très compliqué avec elle, etc. Lui passe pour la personne gentille, qui complètement. prend soin, qui fait attention, etc. Ouais. Donc faites attention à ça aussi. Ça paraît incroyable, mais parfois on peut avoir exactement le sentiment inverse. En public. Oui, c'est l'homme qui va vraiment prendre soin de sa femme, qui va être là pour elle. Qui vient la chercher tout le temps au travail, voilà. Et donc en fait ça c'est pas normal. Normalement, il se fait passer, voilà, il se fait passer pour le chevalier blanc qui arrive sur son beau cheval et qui est là pour sauver la princesse, mais en réalité c'est plutôt un signe qui doit être une alerte pour l'entourage. Parce que en gros ça veut dire qu'il est très très contrôlant. Mais tout à fait, c'est un commentaire là, ça fait penser à une dérive sectaire, mais à l'échelle d'un couple, mais c'est complètement ça en fait. Et on retrouve à peu près les mêmes mécanismes entre des gourous de secte et des hommes qui sont des agresseurs.
On entend parler du gaslighting, du love bombing. Tous ces concepts-là, à la base, ils ont été créés dans l'étude des sectes. Et en fait, on les étudie dans les violences conjugales. On les retrouve dans les violences conjugales aussi. Complètement. Et oui, effectivement, on a un mythe autour de l'homme violent. Quand on parle de viol, souvent on imagine que c'est dans une petite ruelle avec un méchant monsieur, si possible migrant, parce que c'est ça l'image qu'on va avoir, alors qu'en réalité, c'est 90% des viols se font avec quelqu'un que connaît la victime. Et c'est la même chose pour les violences conjugales. On a cette image d'un homme violent qui est très méchant, qui est bourru, etc. Mais en fait, pas du tout. C'est monsieur tout le monde. Et c'est ça qui est très important d'avoir en tête. Voilà, et encore une fois, on le répète. T'inquiète pas, les pervers narcissiques, c'est bien noté. On arrive, et encore une fois, on le répète, mais les violences conjugales et les violences sexistes, c'est dans tous les milieux, vraiment. Exactement. Donc, c'est pas l'apanage de la rue, c'est pas l'apanage des classes populaires, c'est pas l'apanage des personnes racisées, c'est pas etc. C'est aussi très fort le cas c'est tout autant le cas qu'ailleurs dans les milieux bourgeois. Partout. Les violences conjugales, c'est vraiment partout. Les violences intrafamiliales aussi. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. Du coup, je récapitule les mécanismes, c'est isolement, inversion de la culpabilité, dévalorisation, assurer son impunité, menace et peur. Même chez les queers. Oui, tout à fait. C'est quelque chose dont on ne parle pas assez, mais par exemple, quand une femme lesbienne vient expliquer qu'elle est victime de violences conjugales, on va lui dire mais non, c'est une femme, elle ne peut pas vous frapper, alors que si, ça existe tout à fait. D'ailleurs, elles imaginent mettre en place un suivi spécial pour les femmes victimes dans un couple lesbien. Tout à fait. Ce qui est assez rare pour être mis en avant. Donc, on reprend tous ensemble, comme ça vous l'avez bien en tête. On a du coup isolement, dévalorisation, inversion de la culpabilité, menace, peur et assurer son impunité. Et quand on nous répond il n'y a pas de viol entre époux, c'est simplement tu peux citer le code pénal. Hein. Ah, totalement. Voilà. Totalement. Ça fait partie de la culture du viol aussi, d'imaginer que parce qu'on est marié, on a forcément envie. Non, pas du tout. Et au contraire, les violences sexuelles existent énormément au sein des couples et il est bien temps de le reconnaître. Oui. Ouais. C'est là qu'il y en a le plus et ce n'est pas parce que vous êtes marié avec quelqu'un que vous avez accès à son corps comme vous le souhaitez pour faire ce que vous voulez avec. Le consentement, c'est partout, tout le temps et avec tout le monde. Voilà. Alors du coup, pour répondre à la question du pervers narcissique, parce que je n'avais pas oublié, il y a effectivement beaucoup de gens qui utilisent ce terme. Je l'ai dit en début, les termes sont très importants. Faut faire très attention quand on parle de violences sexistes et sexuelles, d'utiliser les bons termes. Le premier problème avec le terme de pervers narcissique, c'est d'abord on l'utilise un peu à tort et à travers. Pour qualifier n'importe qui d'un peu méchant, on va utiliser le terme de pervers narcissique. Et puis, le problème de pervers narcissique, c'est qu'en fait, on va donner l'impression que c'est un problème de santé. Donc, ça va déculpabiliser la personne qui commet des violences. Oui, c'est pas de sa faute. C'est quelque chose de pathologique, c'est quelque chose de systémique, la domination patriarcale. Exactement, c'est pas de sa faute, il est malade, il a un problème psy, on va mettre au même niveau un pervers narcissique qu'un bipolaire, souvent dans l'imaginaire collectif, alors que bien évidemment ce n'est pas du tout ça. Et donc on a un peu une pathologisation des violences. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention parce que les violences, en fait, non, c'est pas une pathologie. C'est vraiment un système. C'est le système, c'est le patriarcat qui fait qu'on a la possibilité d'être violent au sein de son couple et de commettre des violences sexistes et sexuelles globalement. Donc le concept de pervers narcissique, c'est un mythe. Alors par ailleurs, il n'y a pas de consensus scientifique sur ce profil. C'est ça, exactement. Donc, en plus, c'est très très limite de l'utiliser. En fait, il n'y a pas de consensus en psychiatrie sur est-ce que ce terme est acceptable ou pas. Et donc tant qu'il n'y a pas de consensus aussi, c'est vrai que c'est difficile. Et quand bien même le peu de consensus qu'il y a, c'est que c'est vraiment des profils très particuliers qui sont
très ciblée et donc qui englobe pas toutes les personnes qui commettent des violences sexistes et sexuelles ou des violences au sein du couple. Et à l'inverse, à mon sens, je pense que c'est risqué de dire d'une personne qu'elle est en couple avec un pervers narcissique ou que cette personne est un pervers narcissique quand on parle justement d'un contexte de violence conjugale. C'est ça. C'est-à-dire que c'est pas juste je suis en couple avec une personne difficile ou quand on parle de relations toxiques, tu le disais Complètement. plus haut. En fait, il faut vraiment oser mettre les mots de violence dessus. C'est ça. Il faut parler de violence, utiliser le mot violence, c'est très important. Et quand on pathologise en fait les auteurs de violence, ça renvoie aussi les victimes au fait que c'est encore à elles de faire en sorte de sauver la personne qui est violente et de l'aider à se soigner. Et donc ça fonctionne pas du tout. On peut être sain et être un agresseur, c'est aussi ça que ça dégrade de dire lui est un pervers narcissique. Exactement. C'est psychophobe. Oui, et d'ailleurs, rappelons complètement au passage que les personnes qui ont des pathologies mentales sont plus souvent victimes qu'agresseuses. Complètement. Hein. Les personnes en situation de handicap, alors là ça englobe tous les handicaps, mais ont 10 fois plus de risques d'être victimes de violences que les femmes valides. Donc ça montre bien que en fait c'est plutôt faux de pathologiser les agresseurs que les victimes. Exactement ce qu'on disait, Rio, effectivement. Elles ont beaucoup plus tendance à être victimes. Et alors, qu'est-ce qu'il faut dire, Bibni ? Est-ce qu'il faut dire relation sous emprise, relation violente ? Il faut utiliser le mot de violence et d'emprise. Emprise, ça, c'est un terme qui est reconnu en sociologie, qui est reconnu en psychologie, en psychiatrie. Et donc, ça, oui, il faut utiliser ce terme-là et le terme de violence simplement. Et puis moi, je vous invite aussi à vous renseigner sur le concept de contrôle coercitif, oui, qui est une forme de... Disons que c'est un petit peu plus poussé que la notion d'emprise qu'on utilise très largement dans le monde francophone, mais c'est très intéressant le contrôle coercitif pour comprendre l'enfermement des victimes de violences conjugales, parfois sans qu'il y ait de violence physique ou de violence qu'on observe vraiment fort de l'extérieur. Complètement. Merci de ce live et de tout ce week-end. Merci à toi, Venise sur Twitch. Merci beaucoup. Maintenant, une fois qu'on a compris en fait ce que c'était les mécanismes de violence et la stratégie de l'agresseur, comment on détecte les violences ? Parce qu'on peut être tout le temps en observation, mais ce n'est pas toujours évident. Et du coup, le but, c'est de se dire, c'est quoi le meilleur outil pour détecter les violences ? D'après vous, c'est quoi le meilleur outil ? Je ne sais pas ça, les femmes restent généralement pour aider leur mari s'ils sont malades. Apparemment, comme ils sont mariés, elle doit se débrouiller seule. Est-ce vraiment le cas ? Rien n'est prévu pour elle. Je ne comprends pas ta question. Je pense qu'il y a forcément des aides auxquelles il a accès. Le fait de communiquer. Par ailleurs, est-ce que c'est des violences ? Pas nécessairement. Par contre, c'est très genré. Le fait que les femmes sont plus dans le care que les hommes qui vont avoir tendance à partir quand leur épouse... Ouais. En majorité, je parle de statistiques quand leur épouse est malade. Alors, le fait de communiquer avec les proches, le violentomètre, participer à des formations, demander à la personne... T'as vu comme ils sont bons et bonnes élèves ? Franchement, vous êtes très très bons et très très bonnes là. Souvent, quand on nous dit comment détecter les violences, c'est on va écouter, donc être vigilant, être attentif, etc. On va regarder, du coup, faire en sorte d'être observateur dans les relations qu'on peut voir entre deux amis, au sein de notre famille, etc. Mais effectivement, souvent, on n'ose pas faire quelque chose qui est pourtant très simple, que Rio a dit très justement. En fait, c'est demander. Qui est très très long, c'est simplement poser la question en fait. Si vous avez un doute, si vous voyez que votre amie elle est dans une relation qui vous paraît pas tout à fait équilibrée, où il y a des inégalités, posez-lui la question en fait. Lui demander, mais est-ce que ça va là en ce moment au sein de ton couple ? Est-ce que vous n'avez pas des problèmes de communication ? Est-ce que c'est pas de la violence là qu'il est en train de te faire subir ? Et vraiment de poser des questions très cash à la personne. Parce qu'il faut savoir que très souvent, les personnes n'attendent que ça. On a tendance à penser que justement ces personnes-là vont pas s'exprimer, etc. Mais très très souvent, et pareil pour les enfants au passage. Oui. On dit souvent, vous savez, libération de la parole, ça y est, les femmes parlent, les enfants parlent et tout. Non, non, pas du tout. C'est juste qu'il faut apprendre à écouter plus qu'autre chose. Et ça, par contre, on n'a pas été éduqués à le faire. Alors du coup, il y a tout un débat sur la question des aides rattachées aux personnes aidantes et tout. Là, je crois qu'on est moins compétente.
Enfin, moi, en tout cas, je le Moi, suis tout moins. ce que je peux vous dire, c'est que c'est une prérogative des départements. Et donc, il faut se rapprocher des assistantes sociales des départements, en fait, qui sont là pour faire de l'aide à la personne et accompagner, du coup, les aidants. Mais du coup, je ne saurais pas vous en dire plus. Voilà, C'est ça. en vrai, il faut aller voir une assistante sociale. C'est sûr que Exactement. c'est des personnes dont ça va être le métier de connaître toutes les aides à disposition Et surtout, de s'adapter à votre cas, à son c'est- cas particulier. C'est ça, quoi. parce que chaque cas est très différent, chaque handicap équivaut à des aides particulières. Donc, du coup, c'est là-dessus qu'il faut regarder avec. Et oui, le fait effectivement d'aller voir cash la personne, c'est aussi le meilleur moyen de lui faire comprendre qu'on est au courant de la possibilité de la Exactement. violence, effectivement. En fait, poser la question, mais même à vos collègues, si vous voyez qu'une collègue va pas bien, même si vous la connaissez pas bien, vous pouvez dire mais madame, ça va, est-ce que vous allez bien? Il n'y a pas un problème là, avec votre mari qui vient vous chercher tous les soirs, je trouve ça un peu suspect. Au pire, elle vous dira non. Elle vous dira non, c'est pas du tout, je n'ai pas subi de violence. Alors, au pire, non, parce que si ça se trouve, effectivement, elle ne subit pas de violence, donc tant mieux pour elle, et j'ai envie de dire, et ce serait très bien. Mais même si elle vous répond non, elle a le droit de vous mentir, mais en fait, ça va semer une graine qui va permettre, en fait, pour qu'elle se dise, bon là, en fait, quelqu'un est en train de voir que c'est pas normal le comportement que mon conjoint a avec moi, ou que mon patron a avec moi, ou X, Y personne. Et du coup, en fait, le jour où je serai en capacité de parler, je saurai que je pourrais aller voir cette personne. Et du coup, ça sème une petite graine de se dire, je suis plus toute seule et possiblement, je peux être accompagnée. Juste à elle, ne pas juger si la personne a du mal à nommer, si elle pense encore que c'est sa faute, si elle défend son agresseur. Bien sûr. Si la personne vous dit oui, je suis victime de violence ou oui, je sais pas, effectivement, c'est très difficile de qualifier ce qu'on est en train de vivre quand c'est des choses aussi graves. Donc souvent, on n'a pas les bons mots dessus, mais ça, c'est tout à fait possible de l'accompagner. Et l'autre chose sur laquelle souvent, effectivement, on hésite en fait à aller poser des questions à une personne et dire mais est-ce que tu es victime de violence? Et on se dit mais une fois qu'elle m'a dit oui, je fais quoi en fait? Parce que là, ici, alors peut-être qu'il y en a qui participent, mais on n'est pas des spécialistes, on n'est pas des gens dont c'est le métier d'accompagner les victimes de violence. Mais du coup, en fait, c'est assez simple. Qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un nous dit oui, je suis victime de violence? On la renvoie vers les bonnes personnes et on lui dit je suis là pour t'accompagner. Moi, je suis pas forcément qualifiée pour t'aider. Par contre, je sais qu'il existe telle ou telle structure qui va pouvoir vous accompagner. Et s'il y a à tout moment, vous pouvez appeler le fameux 3919 qui pourra aussi vous renvoyer vers des structures locales, etc. Alors, justement, qu'est-ce qu'il faut dire en fait à la victime une fois qu'on lui a posé la question et qu'elle nous répond oui, je suis victime de violence? Vous vous souvenez les mécanismes qu'on avait vus, inversion de la culpabilité, dévalorisation, assurer son impunité, menace, peur et isolement. En fait, on va réutiliser ces mécanismes-là pour les inverser. Là, elle est enroulée dans la stratégie de l'agresseur, elle ne sait plus comment s'en dépaître. Et le meilleur moyen, c'est nous, en fait, avec des simples mots, de lui montrer que on va démolir la stratégie de l'agresseur. On va du coup les inverser. Donc on disait isolement. Comment faire pour la sortir de l'isolement? Lui dire je te crois, tout simplement. Je te crois, en fait, ça va lui montrer qu'on rétablit le lien, qu'elle n'est plus toute seule, on est avec elle. Ensuite, on avait dévalorisation. Dévalorisation, on va la valoriser. T'as bien fait de m'en parler. C'est vachement bien, t'es hyper courageuse. C'est très difficile de dire qu'on a été victime de violence. Là, c'est merveilleux ce que t'es en train de faire. C'est hyper courageuse, t'es sur la bonne voie. Et là, déjà, en revalorisant la personne, on va lui montrer qu'en fait, ce que lui disait son agresseur, c'était faux. Non, elle n'est pas nulle. Non, elle n'est pas bête, etc. En fait, elle est hyper intelligente, elle est hyper courageuse, cette personne, d'être venue nous parler. Ensuite, on avait inversion de la culpabilité. Du coup, on lui dit quoi? Il n'avait pas le droit, en fait. Tu y es pour rien. C'est pas de ta faute. C'est lui le coupable. C'est interdit par la loi. Là, ce qu'il est en train de faire, c'est de sa faute et c'est lui. Et donc là, déjà, on la remet à la bonne place. C'est plus elle qui est responsable. Où elle va effectivement, tout ce que vous disiez,
nous dire ouais, je sais pas, j'hésite, peut-être que j'ai un peu abusé, effectivement, mon plat de lasagne n'était pas si bon que ça. Enfin voilà, elle va être certainement encore dans une dynamique comme ça. Et ben en fait, de lui dire non, c'est pas vrai, tu n'y es pour rien, c'est pas de ta faute, c'est lui le coupable, ça permet de la remettre au bon endroit. Ensuite, sur menace, peur, je l'ai déjà dit, mais de lui dire la loi l'interdit. En fait, quand on dit à quelqu'un la loi l'interdit, ça montre que la personne, elle n'a pas le droit de faire ça. Et donc, en fait, on la remet dans le collectif. En fait, de lui dire la société, elle va te protéger. Okay, la loi l'interdit, ça veut dire on va être là pour te défendre et tu as le droit d'être défendu. Et lui, il va arrêter en fait de te faire peur et de te menacer. Et puis, pour contrer, assurer, oui, alors on y reviendra après sur, effectivement, la loi, elle ne fait pas toujours le travail, mais pour défaire la stratégie de l'agresseur, en tout cas de rappeler que normalement la loi l'interdit et qu'elle peut être défendue, c'est une première étape pour l'aider en fait à sortir de la stratégie de l'agresseur. Et ensuite, je peux t'aider, ça c'est... casser en fait l'impunité de l'agresseur. Non, en fait, il peut pas faire ce qu'il est en train de faire. Il n'a pas le droit de faire ce qu'il est en train de faire, et on va en fait se battre contre lui pour faire en sorte qu'il ne le fasse plus. Et donc on casse son impunité. Donc on répète, c'est je te crois, tu as bien fait de m'en parler. Tu n'y es pour rien, c'est lui le coupable. La loi l'interdit, je peux t'aider. Et je peux vous assurer que ces petits mots, ça peut paraître rien du tout. Mais en fait, quand on est victime de violence, quand on est victime de violence conjugale ou au travail, etc., c'est énorme et ça peut vraiment changer la vie d'une victime parce qu'elle sort de toute cette stratégie et enfin, elle est accompagnée. Et vraiment, je vous invite à les apprendre par cœur. On a des petits autocollants à nous toutes avec la liste de ce qu'il faut dire à une victime. Il faut les placarder partout, dans tout l'espace public, si possible, pour vraiment que ces mots, en plus, puissent percuter. Je pense que vous avez vu, il y a beaucoup de collages en ce moment avec ces mots-là, je te crois. Et en fait, quand c'est même quelqu'un qui ne te connaît pas, qui te dit je te crois, ça change complètement les choses. Ouais. Si jamais on n'arrive pas à parler avec la personne, mais qu'on veut agir, qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous pouvez coller des autocollants. Exactement. Partout, voilà. Non, mais oui, si on n'arrive pas à parler directement avec la personne, vous pouvez laisser traîner des violentomètres dans les espaces de travail si c'est une collègue. Vous pouvez coller des autocollants, mettre des affiches. Il y a plein de choses qui sont possibles pour montrer dans l'espace public à la victime qu'elle n'est pas toute seule et à l'agresseur aussi qu'il n'a pas raison de faire ce qu'il fait. Et tout à fait parler à un de ses proches. Après, moi, je dis toujours un peu attention et vigilance parce que faut pas savoir de quel côté elle est, et puis on peut pas faire à la place d'une victime. Ça, c'est très très important. C'est quelque chose qu'on doit tous avoir en tête. En fait, si on va faire à la place d'une victime, si on va porter plainte à sa place, si on va parler au patron à sa place, en fait, on la remet dans la stratégie de l'agresseur. On va lui dire on va la dévaloriser en lui disant t'es pas capable de le faire toute seule, je dois le faire à ta place. Et donc c'est pour ça que c'est très important en fait de lui dire je te crois, je peux t'aider, etc. Mais pas de faire à sa place parce qu'on lui enlève son empowerment en fait d'agir quoi. Et c'est très important quand on a été victime de violence de pouvoir agir par nous-mêmes aussi et d'être accompagné. Et donc c'est peut-être là qu'il faut vous dire que parfois ça peut être frustrant parce que parfois ça va pas assez vite, parfois la personne y retourne, parfois Exactement. la personne recule dans son processus, etc. Mais il est important de rester à ses côtés, de pas l'engueuler, de pas lui en vouloir, parce que justement, elle risque de se couper encore plus de vous. Tout à fait. C'est pas toujours facile à voir. Moi, je l'ai vu de mes yeux, j'en ai déjà parlé. J'en ai déjà parlé sur mes streams, etc. C'est parfois difficile d'accompagner parce que c'est dur de voir des proches y retourner, entre guillemets, etc. Mais si vous voulez pas être coupé d'elle et l'aider peu à peu, faire confiance, on peut... faut garder ça en tête. Faut garder en tête que ça doit être ses décisions à elle. Et c'est ça, il vaut mieux accompagner que faire à la place. C'est vraiment... et le respect de la temporalité est très important. Et... juste sur l'accompagnement ou faire à la place, bien sûr, là, on parle de situation, la personne, elle n'est pas en danger de mort. Si elle est en danger de mort, là, il y a une obligation d'aide. Mais on parle d'un cadre où on est dans une stratégie de l'agresseur qui est encore pernicieuse, etc.
Voilà, sur que dire à une femme victime. Sur le je peux t'aider, ce que je disais, on n'est pas des professionnels, la plupart d'entre nous en tout cas j'imagine, on n'est pas des professionnels de la lutte contre les violences faites aux femmes, on n'est pas psychologue ou assistante sociale. Et donc le je peux t'aider, en fait, c'est je peux t'aider à faire appel aux personnes qui sont compétentes sur ces questions-là. Et donc, quand on est en cas de vraiment danger, bien sûr, il y a le 17 ou le 114 qui permet en fait d'appeler la police par SMS, de contacter la police par SMS. Quand il y a urgence, c'est la police. C'est la police, on ne réfléchit pas, il faut qu'ils interviennent. Et ensuite, s'il n'y a pas urgence immédiate, disons, c'est le 3919, c'est Violence Femmes Info. C'est des femmes qui sont formées à l'accueil de la parole des victimes, qui peuvent aider à qualifier en fait ce qu'on est en train de traverser, et donc ils vont mettre les mots sur ce que vit la victime. Même chose pour Viol Femmes Information, le 0800 05 95 95. Et après, il y a le 119 qui est spécialement pour les enfants qui vivent des violences intrafamiliales. Voilà. Et parce qu'on l'a dit un peu ce matin, mais n'oubliez pas que les enfants sont aussi extrêmement victimes au sein des familles, malheureusement. C'est vraiment statistiquement, c'est les co-victimes les plus importantes, et parfois même les victimes directes de toutes ces violences. On vous remet dans le lien, j'ai mes compatriotes qui sont à côté qui vous remettent le lien du coup avec l'ensemble des contacts et des ressources pour être aidés. Il y a vraiment un travail qui a été fait pendant le confinement en fait, de recenser tout ce qui existe comme associations, structures, etc. pour être accompagné quand on est victime de violences, avec des répartitions par département notamment. Donc ça aide vraiment bien à pouvoir être accompagné. Et donc ça, n'hésitez pas à le diffuser le plus largement possible. Il y a une personne qui dit que quand elle a appelé la police, voilà, t'as vu, on lui a répondu, vous n'êtes pas VIP, on sera peut-être là dans 2 heures. Et c'est le gros problème, hein. Ça, on va pas se mentir. Le gros problème aujourd'hui, c'est le manque d'intervention des forces de l'ordre qui vont pas prendre au sérieux, ou alors qui vont être surchargés de boulot et qui vont pas prioriser les choses, etc., etc. Et donc il y a un vrai problème, bien évidemment. On le sait, hein, le nombre de femmes qui ont déposé plainte et qui ont été victimes graves, voire des femmes qui ont subi un féminicide et qui avaient déposé plainte avant sont énormes. Et donc il y a un vrai problème avec la police. Pour avoir un côté un peu plus d'espoir, j'ai envie de vous dire, les choses commencent à évoluer. On a des obligations. Il y a des obligations d'avoir par département des référents lutte contre les violences sexistes et sexuelles et égalité femmes-hommes, ce qui fait que ça change un petit peu la donne. Et du coup, d'ailleurs, on va vous donner, il y a un lien avec les commissariats où en fait il est possible de porter plainte en ligne ou de prendre rendez-vous directement avec des personnes qualifiées. Et donc ça peut changer effectivement la donne quand on va avec des personnes qui sont formées à l'accueil des victimes de violences. On l'a vu dans Prends ma plainte, bien évidemment, la police, elle n'est pas encore au point. Le problème, c'est qu'en fait, on ne peut pas non plus faire sans. Et on a besoin en fait, qu'ils réagissent. Donc, c'est hyper important de porter plainte et d'être accompagné par les forces de l'ordre, parce que c'est le seul moyen aujourd'hui d'obtenir réparation. Voilà. Donc, les liens pour les commissariats, ça vous permet du coup d'avoir cette liste de commissariats qui sont formés et pour lesquels aussi vous pouvez porter plainte en ligne. Du coup, je fais un petit focus sur les cyberviolences. C'est des violences qui sont parfois minimisées, même souvent minimisées. On se dit c'est pas grave, ça nous concerne, ça ne nous touche pas directement. On n'est pas victime de je connais un super physiques. Documentaire que j'ai réalisé. Voilà. Qui s'appelle Traquer ES sur YouTube. Voilà. Mais du coup, les cyberviolences, c'est la même chose que n'importe quelle violence. La stratégie de l'agresseur, en plus, on peut la retrouver aussi avec, par exemple, les raids. C'est le meilleur moyen d'isoler en fait une victime. Et donc, voilà, les stratégies sont assez similaires. Et donc là, pour les cyberviolences, vous avez des numéros spécifiques
Il y a Net Écoute 0800 200 000 qui permet du coup d'être accompagné quand on est victime de violences. Enfants sans danger également 119 qui sont maintenant spécialisés aussi sur l'accompagnement des enfants victimes de cyberharcèlement. Il y a le chat En avant toutes qui est super, commentons'aime.fr qui vraiment permet de répondre à plein de questions sur globalement les relations, mais également sur les cyberviolences. Et ensuite, il y a des personnes qui sont qualifiées, les médecins traitants, les infirmières, infirmiers, et si on est au lycée ou au collège, même l'infirmière scolaire ou le ou la référente égalité de l'établissement, ce qui est normalement une obligation maintenant dans les établissements. Les cyberviolences sont très courantes malheureusement chez les plus jeunes, et donc c'est pour ça que c'est très important aussi d'avoir une action en milieu scolaire. Et il y a de plus en plus de monde heureusement qui sont formés à ces questions-là. Et Madame Loreley, on s'interrompt pas trop, mais moi on a bien lu ton témoignage et on t'apporte tout notre soutien et plein d'amour, et c'est super que tu en sois sortie, et voilà, même si malheureusement ta plainte est sans suite, comme c'est encore trop souvent le cas. Courage. Ouais, c'est tout pareil. Voilà, sur les cyberviolences, je l'ai dit, porter plainte si tu le souhaites, si vous le souhaitez. C'est pas obligatoire, mais ça peut participer pour certaines femmes à la guérison et à obtenir réparation. On en parle maintenant, quoi, Corinne. Et du coup, toute personne peut porter plainte. C'est ça qui est très important d'avoir en tête. On ne peut pas refuser une plainte de qui que ce soit au commissariat. La police a l'obligation d'accepter votre plainte. C'est l'article 15.3 du Code de procédure pénale. Et donc, ça, c'est vraiment très, très important de le savoir, que ce soit pour les cyberviolences, pour les violences conjugales, etc. Si vous voulez porter plainte, vous avez le droit de porter plainte. Et donc, pour porter plainte, il y a plusieurs moyens. Sur place, directement en commissariat, donc en gendarmerie ou commissariat. Vous pouvez appeler avant et demander en fait à ce que les personnes qui soient... 19 000 €, merci beaucoup. Ouais, bravo, incroyable. Oh là là, vous êtes incroyable, vous êtes incroyable, merci magnifique, beaucoup. C'est trop bien. Donc oui, que vous pouvez demander à être pris en rendez-vous par une personne qui est formée sur ces questions-là. Sur les cyberviolences ou les violences globalement, quand vous ne connaissez pas votre agresseur, vous pouvez faire une pré-plainte en ligne, ce qui vous permet après d'être reçu par, encore une fois, des personnes qui sont qualifiées et formées sur ces questions-là. En théorie toujours, mais normalement c'est de plus en plus le cas. Et par courrier au procureur de la République directement. Vous pouvez porter plainte en envoyant au procureur de la République un courrier en lui expliquant ce qui s'est passé. C'est parfois un peu plus laborieux, mais voilà, c'est une possibilité également. Et si par exemple vous vous sentez pas d'affronter la police, d'aller au commissariat physiquement, etc., c'est quand même une solution pour porter plainte sans avoir à peut-être avoir cette épreuve que vous ne vous sentez pas d'affronter. C'est ça. Et vous avez tout à fait aussi la possibilité d'être toujours accompagné quand vous portez plainte, surtout si vous êtes mineur, vous avez le droit d'être accompagné et d'être soutenu. Vous n'avez pas l'obligation d'être seul, quoi. Voilà. Le seul problème, ah oui, là tu parles des cyberviolences en meute, mais tu sais, les cyberviolences, ça peut aussi être dans le cadre conjugal. C'est pas forcément les questions de harcèlement. Nous, c'est vrai qu'on connaît très bien le harcèlement pour les journalistes, les youtubeurs, tout ce qui peut se passer en ligne. Mais les cyberviolences dans le cadre du couple, c'est encore une fois, c'est une autre forme de violence conjugale. Et ça peut effectivement être du harcèlement, mais ça peut être plein d'autres choses, comme le fait de traquer la personne sur son téléphone, comme le fait de demander à contrôler ses communications, à savoir qui elle a appelé, à avoir accès à tout ce qu'elle fait. Enfin, ça peut être plein de choses comme ça. Je t'invite encore une fois à aller regarder mon documentaire si tu as envie d'en avoir un petit aperçu. Et effectivement, il y a cet autre enjeu de comment est-ce qu'on traite des violences en ligne quand elles sont en meute. Et effectivement, où effectivement, on va pouvoir... en général, là, les jurisprudences qu'on a, c'est que très très peu d'agresseurs parmi les meutes, dans la meute, sont condamnés, quoi. Après, il y a des choses qui changent quand même un petit peu pour aussi se donner un peu d'espoir. Mais je ne sais pas si vous avez vu ce qu'a subi Eddie de Pretto avec une meute qui s'est déchaînée sur lui avec des propos homophobes. Il y en a quand même
je crois au moins 8 qui ont été condamnés. Et donc ça montre que les choses, elles évoluent petit à petit. Et aussi le fait d'aller porter plainte, ça oblige la société à évoluer. Ça, c'est super, super important. Plus on est nombreuses et nombreux à montrer à la justice et à la police qu'en fait, c'est ça la réalité et qu'on ne peut plus vivre de cette manière-là, plus les choses, elles peuvent évoluer. Mais ça, c'est est-ce qu'on se sent l'énergie ou pas de le faire. Et ça, c'est vraiment à chacune et chacun de le décider. C'est comme de l'espionnage, exactement. Mais tu sais, le principe, souvent dans les violences conjugales, c'est d'avoir le total contrôle Exactement. sur sa victime. Et donc, ça passe aussi par les moyens numériques. Et pour porter plainte sur la question spécifique des cyberviolences, on vous invite à conserver un maximum de preuves. Si vous avez été... c'est qui Eddie de Pretto? C'est un chanteur français. Il n'est pas Belge? Je sais pas. C'est un chanteur. N'écoutez pas, c'est un chanteur. Francophone. Voilà. Et donc, pour porter plainte, on vous invite à conserver un maximum de preuves, par exemple des captures d'écran que vous ayez fait vous-même ou qu'un ami ou une amie ait pu faire, avec le maximum d'informations, ce qui permet du coup de pouvoir étayer vos propos, parce que souvent, malheureusement, on manque de preuves. Et donc là, dans le cas des cyberviolences, une capture d'écran, ça peut vraiment changer la donne. Voilà, pour aller plus loin, je vous invite à regarder ce petit manuel d'action, En finir avec les violences sexistes et sexuelles, qui a été écrit par Caroline de Haas. Les captures d'écran, c'est pas jugé comme potentiel faux. Maintenant, il y a des moyens pour la justice pour les authentifier, mais il faudra que ça soit authentifié par un huissier à un moment donné. Donc ce manuel, il est vraiment très bien fait, avec plein d'explications sur comment agir, comment accompagner une victime, les numéros à revoir, etc. Vous pouvez le trouver très facilement, et l'ensemble des droits sont reversés au collectif Nous Toutes. Donc voilà, c'est une bonne action en plus que vous faites en l'achetant. Voilà, pour moi, c'est bon sur les mécanismes des violences. J'espère que c'était clair pour toutes et tous. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. On est encore là pour échanger avec vous. Un quart d'heure a priori, ou un petit peu moins, si vous avez tout compris. Si vous voulez aller plus loin, du coup, on l'a dit, il y a des formations qui vont plus loin. Tout à fait. Régulièrement on peut sur Nous Toutes. Remettre, d'ailleurs, je sais pas si je fais ça. Ouais. Je vais remettre du coup ce moment très... la liste des formations pour que vous puissiez aller plus loin. Hop. Voilà. Donc sur noustoutes.org, vous voyez qu'il y a des formations. Et comment ça marche ? On peut s'inscrire et c'est gratuit, et c'est sur Zoom. C'est gratuit, c'est sur Zoom, et vous pouvez vous inscrire en allant directement sur noustoutes.org. Il y a toutes les infos pour suivre les différentes formations. Donc il y en a une, c'est un niveau 1, et là on a fait l'extrait du niveau 1 entre guillemets. Ouais. Où dans ce niveau 1, on revient aussi sur tout le côté juridique, la loi. Qu'est-ce qu'une agression, qu'est-ce qu'un viol, qu'est-ce qu'un agissement sexiste, parce qu'il y a quand même beaucoup de niveaux dans les violences sexistes et sexuelles, donc de rappeler les définitions, là, ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui. Et oui, parce que c'est très important aussi de qualifier les choses, et on a souvent tendance à parler d'attouchement, d'abus, etc. Alors qu'en fait, on est en train de parler d'agression et d'actes pénal. Vous êtes combien de militantes Nous Toutes durant l'event ? Là, on est 3, mais sûrement qu'on est plus. Mais il y en avait une autre ce matin. Il y a des modératrices aussi. On est beaucoup. Go les 20K pour 17h, mais oui. Mais oui, carrément. Allez, go. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme formation ? Il y a une super formation culture du viol là, que vous pouvez retrouver en replay. C'est hyper important sur tout ce qu'on s'est dit sur comment les violences elles s'installent. On parlait du continuum des violences, mais la culture du viol, en fait, c'est des choses dans les médias, dans la culture, dans le sport, etc., qui contribuent en fait à faire notre société une société patriarcale. Et donc, justement, pour répondre à tout ce qui est c'était une blague, etc., elle est vachement bien cette formation pour défaire la culture du viol. Et un peu plus haut, il y avait une personne qui demandait... que répondre à une personne qui dit qu'il ne peut pas y avoir de viol entre époux. Ouais. Ça peut aussi rappeler ça. Exactement. Donc voilà. Pardon ?
Ah oui, il y a une formation sur la transphobie qui est donnée le 22 mars en partenariat avec Toutes des femmes et Nous Toutes. Et du coup, voilà, pour lutter contre la transphobie. Mais vous retrouvez toutes les infos sur noustoutes.org. Voilà, c'est une autre militante de Nous Toutes, typiquement, qui nous a soufflé cette réponse. Et bah écoutez, elle devrait être obligatoire à l'école, cette formation, je suis d'accord, c'est très cool. C'est une étude d'ailleurs qu'a fait Nous Toutes de regarder où est-ce qu'on en était des cours obligatoires à la vie affective et sexuelle. Ces cours qui sont censés, on est censé avoir 3 heures par an, 3 séances par 3 an, séances par an de cours, et on les a pas du tout. Enfin, je sais pas si vous les avez eus en étant au collège ou au lycée. Moi j'en ai eu 2 dans toute ma formation. Voilà, et normalement on est censé avoir 3 séances par an, et donc on est très très loin du compte. Alors que si on avait ces séances-là, on pourrait justement pousser sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Kitty Scat dit que c'est la deuxième partie dans la formation, celle de mars, que la première partie était en février. Et du coup, la première partie est accessible en replay. Tout à fait. C'est ça. Non, on est loin du compte. Bah ouais, on est très loin du compte. Moi, je me souviens d'une formation en 4e et peut-être une en 6e, un truc comme ça. Une pour quand, en gros, tu as tes règles et une pour quand tu commences à te tripoter, quoi. Je le dis très vulgairement, mais bon, j'ai 33 ans, les amis, et à l'époque, ça allait pas plus loin que ça. Et malheureusement, apparemment, ça n'évolue pas ça forcément. bouge pas. Mais du coup, il y a tout un travail de nous toutes d'interpeller le gouvernement pour faire en sorte que les choses changent. Et ce genre d'événements aussi, ça participe à faire bouger les choses. J'ai vite fait une séance en 3e et c'est tout. J'ai 27 ans. Voilà. J'ai l'impression que chaque génération reste au même niveau en termes d'éducation et de respect envers les femmes. Moi, j'ai l'impression que ça progresse quand même. Ça progresse, et surtout parce qu'il y a une auto-éducation, j'ai envie de dire. Voilà, ce genre d'événement, ça n'existait pas il y a 10 ans. Et donc, il y a quand même des outils maintenant qui existent qui permettent de se former, et de plus en plus de bouquins, de BD, de films qui vont dans le bon sens. Je pense par exemple à la série Sex Education qui a été hyper vue sur Netflix. Et elle va plutôt dans le bon sens. Il n'y a pas tout qui est parfait. C'est vrai que Sex Education, c'est super cool. Ouais, merci Nathalie pour ton raid. Vous savez où vous êtes, hein, les Nataliens et les Nataliennes. J'en ai jamais eu, juste les cours de bio. Aïe, 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 aïe. Et qu'est-ce que tu dis? Que répondre à une personne qui dit même s'il y avait peu d'hommes victimes, rien ne justifierait de les mépriser. Une victime, quel que soit son sexe, est une victime. Mais de toute manière, elles n'ont jamais été méprisées. Enfin, les hommes victimes n'ont jamais été méprisés. C'est un mythe, ça. Ouais, il y a des hommes victimes, hein, et il faut le reconnaître et il ne faut pas les dévaloriser. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on dit régulièrement à Nous Toutes. Nous, on a choisi à Nous Toutes de... On arrive du hot tub. Ah ouais. Tu sais qu'il y a un jacuzzi? Ah, oui, je vais voir ça. Mais du coup, oui, il y a des hommes victimes de violences. Nous, à Nous Toutes, on a choisi de plutôt s'axer sur la lutte contre les violences faites aux femmes, mais rien n'empêche les hommes de se saisir de la violence qu'ils peuvent subir. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en règle générale, par contre, les auteurs de violences sont plutôt des hommes à 99%. Donc, et par ailleurs, il ne faut pas que la question des violences faites aux hommes devienne un élément de langage. Exactement. Quand on est en train de parler des violences faites aux femmes pour dire oui mais les hommes, oui mais les hommes. Mais en fait, si vous n'en parlez que quand nous on parle de violences faites aux femmes, il y a un problème. Exactement. Ouais. Moi, j'ai jamais appris ça au collège ou au lycée. On nous apprend juste c'est quoi la reproduction et c'est quoi le sida. Et encore, je suis gentille. Complètement. Oui, en plus, il y a une vie. Enfin, la question de la vie affective et sexuelle est très médicalisée. On va avoir une vision de la vie sexuelle au collège qui est très axée sur la protection et la lutte contre les maladies, et qui est très qui fait peur en fait, et qui aide pas du tout à avoir une vision positive de la sexualité. Tout à fait. Voilà, tout le monde est d'accord. Qui méprise les hommes victimes à part les masculinistes? C'est clair. Et écoutez les amis, je pense qu'on va rendre l'antenne. Si vous avez plus de questions, merci beaucoup pour votre accueil, c'était super cool. Merci beaucoup. N'hésitez pas à continuer à donner, à continuer d'aller suivre. Si vous avez besoin aussi de vous détendre, de pas regarder que les formations, il y a plein de chaînes. Moi là, je vais passer sur la mienne pour jouer à Among Us, mais il y en a plein à jouer à Among Us. Il y a d'autres types de divertissements sur les autres chaînes. Je connais pas le programme de tout le monde. Apparemment, Nat était dans un jacuzzi à l'instant. Enfin, voilà, il y a plein de choses pour se détendre, en plus de se former. Et puis vous savez où nous retrouver. Et puis, vous pouvez demander le programme. Merci beaucoup, Marabountaz. Merci beaucoup. Merci. Je vous remets sur l'écran de pause. Et puis, je vous dis... moi, je vous retrouve à 20h, moi. Voilà.
À bientôt. Moi, je vous retrouve le 8 mars pour celles et ceux qui veulent aller manifester dans la rue pour défendre les droits des femmes. Voilà. Et rappelle que manifester, si vous le pouvez, si vous en êtes Bien capable sûr. physiquement, Tout à mentalement, fait. etc., c'est trop cool. On Ouais. adore ça. C'est vraiment bonne ambiance. Surtout les manifestations en règle générale pour les droits des femmes, c'est souvent très bonne C'est ambiance. très chouette. Et il y a des cortèges non mixtes et des cortèges pour les personnes en situation de handicap aussi. Donc voilà, c'est des manifestations des de personnes plus en plus, LGBT, etc. de plus en plus inclusives. Donc venez, Voilà. c'est chouette. Allez, on vous embrasse. À Bisous, bientôt. à plus.